Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance du CAC 40 à la mi-journée. Avant la grande édition du soir, 1 heure pour décrypter les enjeux et les tendances des différents marchés financiers. Et au sommaire de cette séance boursière, nous reviendrons sur la situation des marchés financiers alors que la Fed, la Banque centrale du Royaume-Uni, la Bank of England ou encore la Banque centrale suisse ont annoncé remonter leur taux la semaine dernière, une situation qui alimente l'incertitude sur les marchés financiers avec notamment en France un CAC 40 qui a signé vendredi dernier sa 3e semaine de baisse consécutive. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce dilemme auquel doivent faire face les banques centrales actuellement, à savoir agir contre l'inflation après avoir laissé filer celle-ci durant plusieurs mois et ce malgré le risque de récession qu'implique une politique de hausse de taux trop forte. Nous nous intéresserons également dans cette émission plus spécifiquement au marché parisien et notamment à l'impact finalement limité du résultat des élections législatives sur la tendance du CAC 40. Hier soir, la formation politique du président de la République Ensemble a remporté une majorité à l'Assemblée nationale mais a perdu la majorité absolue dont Emmanuel Macron avait bénéficié sur le quinquennat précédent. Une situation dont l'incertitude de la possibilité de réforme à venir aurait pu peser donc sur la tendance du CAC 40 aujourd'hui, mais ce dernier est resté plutôt stable. Nous décrypterons cette absence de réaction en plateau avec nos invités. Et puis, dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à la dette infrastructure, une thématique d'investissement qui profite de l'appétence des investisseurs pour le non-coté et notamment pour les investisseurs de long terme. Une thématique d'ailleurs qui n'échappe pas aux tendances fortes de l'économie que sont la digitalisation ou encore les enjeux ESG. Nous le verrons en dernière partie d'émission avec Karen Azoulay, responsable de la dette d'infrastructure chez BNP Paribas Asset Management. Smart Bourse, on se retrouve tout de suite. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. L'heure est toujours à la prudence du côté du CAC. Les législatives n'auront eu que très peu d'impact sur l'indice parisien, tant du côté des actions que sur le marché obligataire. Plus globalement, les places européennes connaissent une hausse timide. Pour rappel, ce lundi, la place new-yorkaise est fermée du fait de la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Peu d'indicateurs économiques aujourd'hui. L'agenda sera mince jusqu'à jeudi et la publication des indices PMI en Europe et aux États-Unis. Ce matin, nous découvrions l'indice des prix à la production en Allemagne et ce dernier explose à plus de 33% en rythme annuel, soit du jamais vu depuis 1949. Sur le Forex, si la journée s'annonçait calme, l'euro se redresse désormais. Aux États-Unis, on attend cette semaine l'audition semestrielle de Jérôme Powell sur la politique monétaire devant les deux chambres du Congrès, mercredi et jeudi. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il soutiendra une hausse de 75 points de base du taux des Fed Funds en juillet si les prochains indicateurs économiques se révèle conforme à ses attentes. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, estime quant à elle que le risque de récession augmente et qu'il faudra plusieurs années afin d'atteindre l'objectif de 2% d'inflation. S'agissant des valeurs à suivre, aujourd'hui Airbus et Qantas annoncent avoir investi près de 200 millions de dollars. Les deux groupes entendent accélérer la mise en place d'une industrie du carburant d'aviation durable en Australie dans le cadre d'un accord historique. Valneva et Pfizer ont conclu un accord de souscription d'actions et mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Pfizer investira 95 millions de dollars, soit 8,1% du capital social de Valneva, à un prix de 9,49 € par action par le biais d'une augmentation de capital. Figeac Aero annonce avoir conclu un accord avec l'ATCOER pour la cession des actifs industriels et fonciers de sa filiale Hermosillo au Mexique. La réalisation de cette opération devrait se concrétiser au plus tard le 30 septembre 2022. Et puis Atos annonce que Stéphane Lopito quittera le groupe au cours du second semestre 2022. Il sera remplacé par Nathalie Sénéchaud en tant que directrice financière du groupe. La séparation envisagée d'Atos en deux entreprises cotées distinctes doit conduire à une réorganisation complète du groupe Atos, dont sa direction financière. Voilà, c'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
Et c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous sommes partis pour un peu plus d'une trentaine de minutes pour décrypter ensemble les actualités politiques, économiques, mais surtout financières évidemment sur le plateau de Smart Bourse. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts de tous ces différents sujets. Wilfried Galland est tout d'abord avec nous. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance et nous sommes également accompagnés de Gustavo Orenstein. Bonjour Gustavo Orenstein. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Vous êtes responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval Asset Management. On va commencer avec vous, Gustavo Orenstein. Une question qu'on va aborder tous les trois. Un petit peu de politique pour commencer. Donc, on a eu les résultats effectivement des élections législatives en France. Des résultats qui pouvaient faire peur d'ailleurs au marché financier lorsqu'on s'est rendu compte qu'Emmanuel Macron n'aurait pas forcément sa majorité absolue. Bon, c'est vérifié depuis hier soir. 245 députés finalement ensemble donc à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron n'a plus sa majorité absolue. Je ne vous demande pas un commentaire politique, mais un commentaire sur l'absence de réaction du CAC 40. On aurait pu s'attendre à des doutes, des angoisses de la part d'un certain nombre d'acteurs financiers du fait que les réformes vont être plus compliquées à mener potentiellement, que la majorité va avoir plus de mal à agir durant ce quinquennat et le CAC 40 finalement n'en a pas grand-chose à faire. Alors, effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. Bon, la première, c'est que le résultat effectivement n'est pas non plus une catastrophe d'instabilité. Bien sûr. Oui. Dans la mesure où le plus important du point de vue des marchés financiers, j'entends bien du point de vue des marchés financiers seulement, ce sont les risques systémiques, par exemple que la France aurait un gouvernement qui souhaiterait quitter la zone euro ou vraiment poserait énormément de problèmes de coordination avec les autres membres de la zone euro ou de l'Union européenne. Bon, ça n'est pas le cas. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison non plus que ça ait énormément d'impact sur les marchés financiers. Et par ailleurs, même si quelque chose qui concernerait la croissance française, par exemple, je n'aime pas que ce soit le cas, mais mettons que ce soit le cas, il ne faut pas oublier que le CAC 40 est un indice des très grandes entreprises françaises internationales qui font leur chiffre d'affaires un peu partout dans le monde, dont la sensibilité à l'économie française n'est pas aussi forte qu'on peut l'imaginer. Il y a des morceaux, effectivement, des entreprises qui sont très sensibles, mais l'indice dans sa globalité n'est pas extrêmement sensible à l'économie française. Donc ça fait deux raisons. Oui, donc même un sujet, par exemple, de retraite française, finalement, n'aurait qu'un impact limité sur le cours de bourse de grandes entreprises du CAC 40 qui réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'international. C'est ce que vous dites. Absolument. À la limite, les questions politiques françaises ont plus d'impact sur les spreads de taux, éventuellement, sur l'écart entre les taux d'intérêt sur l'OAT et sur le Bund allemand, par exemple. Oui, ou même là, on n'a pas vu un grand bouleversement dans la journée d'aujourd'hui vis-à-vis du résultat de l'élection législative. Tout à fait, parce que justement, le résultat n'est pas non plus un résultat extrêmement ni surprenant dans le fond, ni d'ailleurs extrêmement dangereux. Je crois que, bon, évidemment, on s'est habitué en France à un certain rythme politique et à avoir toujours un président et un parlement qui est clairement de son bord. Mais enfin, je dirais que les scores qu'a fait la majorité présidentielle dans n'importe quelle autre démocratie parlementaire, c'est extrêmement bien. Enfin, ils sont largement en tête. Il n'y a pas énormément de problèmes. Bien sûr, il y aura à faire des coalitions, il va falloir discuter. Bon, c'est ça la nouveauté de la politique française. Nationale, finalement. Voilà, c'est ça la démocratie. Donc à la limite, c'est pas extrêmement surprenant. Je vois pas non plus de motif à énorme inquiétude des marchés financiers. Wilfried Galland, même question. Alors je sais qu'effectivement c'est toujours faire des raccourcis qu'essayer d'expliquer la tendance du jour avec ce qui s'est passé la veille, mais quand même globalement il y a une décision, enfin il y a un résultat politique dont on aurait pu attendre qu'il crée un peu plus de stress sur le marché parisien. On n'en voit pas du tout aujourd'hui. C'est quelque chose de normal selon vous ? En fait c'est tout à fait normal à partir du moment où, comme l'expliquait Gustavo, le risque extrême, c'est-à-dire le risque en fait de force centrifuge dans l'Union européenne était clairement écarté par les résultats. Donc ça, je pense que c'était effectivement ce que regardaient d'abord et avant tout les marchés financiers. Le stress, il aurait été là. Voilà. Une percée plus grande de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Et d'ailleurs, on aurait vu là les indicateurs réellement très importants, qui sont les indicateurs fondamentaux, qui sont le taux effectivement de la dette française, l'écart vis-à-vis de la dette allemande, et également comment se serait comporté l'euro. On a vu très vite que lorsqu'on avait les premières estimations qui circulaient un peu sous le manteau vers 19h, qui étaient beaucoup plus compliquées encore pour la majorité présidentielle, avec bien quasiment une égalité avec le bloc de gauche. L'euro avait commencé à baisser un peu, et puis d'un seul coup, quand on s'est rendu compte que finalement il y avait une majorité relative certes, mais relativement forte, et avec l'appui des Républicains, la possibilité au moins de bloquer, pas nécessairement d'avancer, on verra plus tard, mais au moins de bloquer toute velléité de forces destructrices, il y a eu quand même un soulagement réel. Après, il y avait la possibilité d'avoir le syndrome italien, c'est-à-dire oulala, on va avoir une
une assemblée qui va bloquer toute possibilité de réforme et donc une instabilité politique qui va ne pas permettre d'avoir les réformes nécessaires pour apaiser les marchés financiers. Rien faire. Mais c'est d'ailleurs un peu une musique qu'on a entendue hier soir dans les premières estimations, un peu moins aujourd'hui. Mais exactement. Et alors finalement, ce que les marchés ont choisi, c'est ce que j'appelle le syndrome belge. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir de gouvernement pendant même une année en Belgique, ça pose aucun problème. Et finalement, les gouvernements se disent, bon, pas de décision, ça veut dire pas de mauvaise décision. Comme le politique a souvent tendance, en particulier en ce moment, à céder à la partie très émotionnelle de l'opinion et à une partie très polarisée, ça veut aussi dire qu'on va éviter les grands à-coups, puisque justement, comme le disait Gustavo, il va falloir négocier, il va falloir avoir des compromis, et des compromis, ça veut dire des choses un peu plus raisonnables. C'est forcément quelque chose qu'aiment bien les marchés. Après, ce qu'on va avoir également, c'est comment est-ce que la BCE va se positionner, comment la Banque Centrale Européenne va se positionner par rapport quand même à un poids lourd européen dont on attend une certaine idée motrice de l'Europe d'une part, et une certaine rigueur financière par rapport à des indicateurs quand même de dette, des indicateurs d'emprunt qui sont pas parmi les plus brillants de l'Union européenne et qui suscitent quand même un peu de méfiance de la part de nos partenaires du Nord. Donc on va quand même attendre de voir comment est-ce que, à la fois politiquement au sein de l'Union européenne et vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, comment est-ce que ça va se positionner. Et déjà, on a commencé à voir que la BCE a commencé à se positionner un petit peu quand même. Justement, alors si on parle de la BCE, puis on reviendra effectivement sur les autres banques centrales, mais d'abord, si on reste sur la BCE, donc 2 hausses de taux à venir, une en juillet, une en septembre, qui ont laissé entendre un certain stress, et on a vu un certain stress sur les différents taux obligataires des différents pays européens, à tel point que Christine Lagarde a réuni en urgence les gouverneurs de la BCE la semaine dernière pour évoquer, je n'ai pas d'autres termes à ce jour, évoquer un outil, un instrument anti-fragmentation, puisque le risque aujourd'hui identifié par la BCE, c'est que les réactions du coup aux hausses de taux de la BCE soient tellement disproportionnées selon les pays que finalement on ne soit plus dans une union obligataire ou dans une union de crédit au niveau européen. Moi, j'ai 2 questions. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Wilfried Galland. Quel est le risque à ce que l'Italie emprunte beaucoup plus cher que la France ou que l'Allemagne, puisque c'était déjà le cas avant, à tel point qu'on a dû emprunter tous ensemble lors de la crise Covid, et ensuite on essaiera de comprendre quel peut être cet instrument anti-fragmentation. Mais d'abord, quel est le risque fondamentalement ? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la BCE est rentrée, comme ses autres homologues, dans une espèce de compétition à front renversé par rapport à la compétition qu'on avait dans les années 2010. Dans les années 2010, l'idée, c'était de faire baisser la monnaie le plus possible pour contrer la déflation, donc contrer la baisse de prix, et pour relancer l'activité, pour essayer d'avoir une reflation générale des économies. Il y avait une espèce de course, donc une course au prix bas, donc une course au taux bas, donc une course nécessairement aux politiques non conventionnelles. Là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire remonter la monnaie. Et on ne fait remonter la monnaie pour justement contrer l'inflation, pour en fait exporter sa propre inflation, pour éviter d'avoir justement des coûts d'intrants qui soient trop forts. On ne peut le faire que si il y a une confiance très forte dans la capacité de l'union monétaire, de la zone monétaire, à être unie justement dans cette optique-là. Or, on voit que l'union n'est une union qu'un peu de façade, c'est-à-dire qu'on a déjà de très fortes différences à la fois en termes d'approche politique au sein de la BCE, d'approche monétaire, qu'est-ce qu'on veut en termes de niveau de monnaie, est-ce qu'on veut une monnaie forte, est-ce qu'on veut une monnaie faible, et puis comme vous le dites si justement, il y a cette espèce de prime d'intégrité de la zone euro qui fait que si jamais les pays s'écartent trop, ça veut dire qu'on n'a plus, comme l'est par exemple la zone dollar, on n'a plus cette unité qui fait que on sait qu'il n'y aura jamais, par exemple, de problèmes liés, par exemple, à un endettement excessif qui influerait sur un système financier et donc qui générait de l'instabilité. Donc il faut absolument maintenir cette crédibilité, maintenir ce que disait Mario Draghi, à tout prix, le fait qu'on considère l'union économique et monétaire comme étant une union pérenne, comme étant quelque chose qui ne sera jamais remis en cause. Et donc à chaque fois que la BCE elle est tout à fait consciente de l'aléa morale que ça constitue, parce que ça veut dire que globalement, à un moment, elle est toujours obligée de venir au secours. Bien sûr, d'entretenir effectivement. Donc il faut à chaque fois mettre des conditions et en même temps dire je mets des conditions, mais je serai quand même toujours là. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué, que cet outil est très compliqué à monter. Mais très compliqué à monter. Mais moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que quand l'Europe et l'Union européenne a dû faire face à la pandémie et a dû effectivement apporter une réponse budgétaire, justement, le sujet c'était d'emprunter
en commun pour éviter les disparités d'emprunt au niveau national. Justement, il y avait cette union, véritablement une union politique qui devenait une union financière. Et donc l'idée, c'est de la garder, en fait. Et là, on a créé effectivement à ce moment-là, quand vous regardez, on a compressé les spreads, ce que disait Gustavo, on a compressé les spreads de façon très forte en disant ça y est, on a ce moment dit hamiltonien, donc de ce président américain Hamilton, qui effectivement au début du 19e siècle a créé par un deal justement entre les États du Nord et les États du Sud cette union monétaire qui est l'union monétaire américaine pour dire voilà, je compense l'impéritie des États du Nord, c'était tout le débat, par la richesse des États du Sud, en disant regardez, vous avez une véritable unité, donc vous pouvez nous faire confiance. Moment hamiltonien pour créer véritablement un pays qui bat monnaie. C'est un élément clé de la souveraineté. Là, on se disait ça y est. Et on voit que pour aller au-delà, c'est quand même très compliqué. Le ministre des Finances allemand, il est quand même un petit peu chafouin à chaque fois qu'on lui parle d'endettement commun. Il a tendance tout de suite à dire non, pas du tout. Nous, on va quand même pas continuer à payer quand même pour les pays du Sud, en particulier pour les Français. Donc c'est vrai que ça n'inspire pas confiance. Pour les Allemands, en tout cas, oui. Et donc, en tout cas, pour Christian Lindner, c'est clair. Et donc derrière, il faut des outils pour dire ne vous inquiétez pas, on sera quand même là, mais il faut maintenir une espèce de règles. Donc cet équilibre est compliqué à monter. Oui. Gustavo Orenstein, sur cet instrument donc anti-fragmentation, effectivement, on a l'impression que... Parce que, je rappelle quand même que la hausse de taux prévue en juillet, c'est 25 points de base. Ensuite, en septembre, ça devrait être 25 points de base. Donc, globalement, on passerait à peine en taux de dépôt positif au niveau de la BCE. Et déjà, effectivement, donc on voit des réactions diverses au niveau de l'Union européenne et cette nécessité de maintenir tout ça, effectivement, dans un cadre commun. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut que les taux obligataires ne montent pas trop haut ou est-ce qu'il faut qu'ils montent au même rythme ? Alors c'est toute la question de l'architecture de la zone euro, de son incomplétude, et notamment sur le volet budgétaire. Alors effectivement, ce qui a été fait au moment du Covid est un pas dans cette union budgétaire, mais c'est un pas qui reste encore lui-même incomplet et il manque beaucoup, bien sûr, de coordination à faire. Et en attendant, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne a ce rôle un peu particulier de maintenir une cohérence dans cet ensemble de marchés obligataires un peu disparates, sachant qu'il y a une ambiguïté malgré tout sur son rôle précis par rapport aux différents États membres. Est-ce que leur dette est réellement identique ? Est-ce qu'elle est complètement substituable ? Il y a un doute là-dessus. Et ça, oui, parce qu'on parle encore d'une économie italienne ou d'une économie française ou d'une économie allemande. Avec des questions différentes. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis le discours de Mario Draghi et depuis déjà maintenant plusieurs années, comme il n'y avait pas assez d'inflation dans la zone euro, eh bien, il y avait une politique de la Banque Centrale Européenne qui réglait à la fois la question du manque d'inflation, mais également cette question d'une infrastructure européenne, en tout cas de la zone euro, qui était imparfaite. Avec une seule politique, elle arrivait à régler ces deux problèmes. Pourquoi ? Parce que les politiques d'achat, notamment obligataires, permettaient de réduire les spreads, les contenir. Le problème maintenant, c'est que quand il faut lutter contre l'inflation, on va partir dans l'autre sens, on augmente les taux et on arrête d'acheter des titres publics et donc on commence à libérer et à laisser cette question de la fragmentation apparaître. Et effectivement, c'est un danger très important pour la zone euro. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne l'a rappelé, si la fragmentation augmente, elle ne pourra pas non plus respecter son mandat d'inflation. Il est clair que ça provoquera une crise qui rendra complètement impossible le respect de ce mandat. Donc quelque part, elle dit oui, mais lutter contre la fragmentation, c'est respecter mon mandat. Réponse notamment aux pays du Nord, qui disent non, les spreads, c'est pas votre problème. Si, les spreads, c'est bien son problème. Donc la fragmentation, c'est bien un morceau de la politique monétaire. Le problème, c'est l'outil précis. Effectivement, on a très très peu de détails et pour cause. Cet outil doit être légal et c'est particulièrement difficile de faire un outil légal dans les conditions actuelles. Et notamment, il faut qu'il y ait une acceptation du monde politique, de l'Eurogroupe ou de la Commission européenne. Il faut mêler les politiques à cette question de cet outil-là. Et donc, c'est probablement assez compliqué à mettre en œuvre, même si on sait que la Banque Centrale Européenne, forcément, a la capacité de le faire. Mais donc, si je comprends bien, moi, je parlais en introduction de dilemme inflation, récession. Vous me dites, non, c'est un triptyque, inflation, fragmentation, récession, quand on parle de la zone euro. La zone euro, oui. De la zone euro, oui. La zone euro, oui, clairement. La zone euro, c'est effectivement le cas. Tout le débat d'aujourd'hui, c'est quelle est la ligne. Et c'est un peu le problème fondamental des marchés quand même. C'est-à-dire que quelle est véritablement la ligne de la BCE ? La ligne de la BCE de Mario Draghi, c'était très clair. Si je la synthétise en une phrase très simple, c'est l'euro avant les traités. Voilà.
Globalement, c'est l'euro D'accord, avant le ouais. traité. Une Là, monnaie forte, ouais. voilà. Enfin, en tout cas, c'est tout faire pour que l'euro perdure, quitte à tordre les traités dans tous les sens. D'accord. Et en fait, il y avait un patron qui était très fort, qui a emmené tout le monde derrière lui dans un management qui était, on le savait, extrêmement vertical, qui a fait d'ailleurs démissionner Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, parce que voilà, face à Mario Draghi, personne ne résistait. Là, on est dans une BCE totalement différente, avec un management de Christine Lagarde beaucoup plus horizontal, beaucoup plus participatif, mais avec la contrepartie qui est que la ligne directrice est beaucoup moins claire. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, tout l'artifice rhétorique que vous avez admirablement retraduit de la BCE, comme quoi ça marche, c'est en fait, je suis obligé d'avoir un outil anti-fragmentation parce que sinon, ça veut dire que la diffusion de ma politique monétaire ne se fait pas correctement dans toutes les zones de l'Union économique et monétaire. Et donc je ne peux tolérer que la diffusion de ma politique monétaire ne soit pas aussi efficace que celle que je dois mettre en place. Alors que le véritable problème derrière, c'est la crédibilité de l'Union économique et monétaire d'une part, et d'autre part, c'est l'éthique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'euro a été fondé, l'euro c'est le Deutschmark. Il faut bien comprendre que l'euro a été créé en contrepartie de la réunification allemande, en disant, OK, on est d'accord pour que l'Allemagne redevienne le pôle central en Europe. En contrepartie, on prend le Deutschmark. Mais l'Allemagne a dit d'accord, mais le Deutschmark, l'euro Deutschmark, l'euro est géré comme le Deutschmark l'était. Et donc cette approche très ordolibérale de l'Allemagne, c'est l'éthique des affaires. C'est-à-dire qu'on s'engage et on respecte absolument sa parole, et on a, au-delà même de la lettre des traités, on a l'esprit qui nous dit il faut absolument respecter un critère d'ordre moral sur vous êtes dans une communauté, vous respectez les règles de cette communauté. Par rapport à des pays qui n'ont pas du tout cette culture-là, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Espagne, ça tire en permanence quand les conditions économiques changent. Et là, on voit que comme les conditions changent dans tous les sens, on est dans la machine à laver, objectivement, ça use, comme une machine à laver, ça use ce tissu, cette trame. Bien sûr. Et donc on voit effectivement apparaître des fragments d'usure. Il va falloir effectivement politiquement gérer, comme le disait Gustavo, politiquement gérer la question. Justement, je me retourne vers vous, Gustavo Orenstein. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la BCE, à part racheter finalement les dettes des pays qui verraient leur taux s'envoler au plus haut? Non, encore une fois, l'instrument concret, c'est d'acheter des obligations. Oui, la question, c'est la légalité. Comment on organise ça pour que ça soit légal, que ce soit pas considéré comme du financement de déficit direct, ce qui est interdit. Donc comment respecter les traités, et encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions de la Banque centrale européenne, mais malgré tout, il reste une primauté du politique, même quand Mario Draghi a mis en œuvre des politiques assez innovantes du côté de la Banque centrale européenne. Il a attendu que le SM soit là, il a attendu qu'il y ait un signal clair des hommes politiques européens, des dirigeants européens, pour avancer dans cette direction. On ne peut pas, je ne pense pas que la Banque centrale européenne soit en capacité de dépasser ou d'aller beaucoup plus vite que ce que le monde politique peut lui permettre. Ils sont beaucoup plus rapides, c'est clair, mais ils ont besoin du politique. L'Union économique et monétaire, c'est d'abord et avant tout une construction politique, et donc il y a une nécessité d'être accompagné dans ce mouvement-là. Et donc c'est pour ça que ça prend, je pense, un peu de temps, mais il semble quand même une certaine crédibilité à la réalisation de cet outil. Après, concrètement, oui, ça va être des achats d'obligations. On verra effectivement quelle forme ça prendra, surtout que là, on fait un peu des conjectures. Non, mais surtout, on est dans une concurrence avec les autres banques centrales, avec la Fed, on pourra en parler si vous le souhaitez, pour justement faire remonter l'euro. Il ne faut pas que l'euro baisse trop. Donc, si vous lancez des politiques d'achat d'actifs sur le marché, vous allez faire baisser mécaniquement l'euro. Si vous faites baisser, c'est pas un mandat de la BCE. Mais si vous faites baisser l'euro, ça veut dire que vous faites remonter l'inflation. Parce que vous achetez, mécaniquement, vous achetez plus cher tous vos intrants. Et c'est tout le débat. En fait, dans un monde déflationniste, c'est pas le problème. Dans un monde inflationniste, ces politiques-là, qui sont des politiques justement anti-fragmentation, posent un problème sur le volet qui est sur les lettres du mandat, qui est un volet d'inflation. Donc c'est là où c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas dire je mets en place un outil anti-fragmentation qui va faire monter l'inflation à une époque. Enfin, je rappelle quand même que nous, on a 5% d'inflation. Les Allemands
en ont quasiment 9, les pays d'Europe centrale en ont 15, et les pays baltes en ont entre 15 et 18% d'inflation. Bien sûr, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc, politiquement, il y a des tensions extrêmement fortes. Il va falloir gérer tout ça. Oui, avant qu'on passe quand même à l'affaire rapidement. Très rapide pour compléter et vraiment aller dans le sens. Il y a quand même une possibilité donc, de stérilisation des achats qui permettrait d'éviter que le bilan de la Banque Centrale Européenne augmente. Donc, elle peut stériliser. Donc, il existe des moyens techniques pour éviter effectivement que le bilan gonfle tout en augmentant les taux d'intérêt. Donc, il y a des solutions, mais il me semble que c'est d'abord tout la question politique qui bloque, pas vraiment la question technique. Il y a la technique, elle est là. Bon, on suivra ça de près avec les éventuelles futures prises de parole donc, de Christine Lagarde sur ce sujet. Je voudrais parler de la Fed également. Donc, la Fed qui a annoncé une hausse de 75 points de base la semaine dernière. Alors, il y a eu d'autres banques centrales qui l'ont fait également, la Bank of England ou la Banque centrale suisse. Mais ce qui m'intéresse, c'est la Fed, puisque... Donc il y a cette annonce, il y a au sein de la Fed, on entend effectivement certains gouverneurs dire qu'ils sont déjà prêts pour la prochaine hausse de taux de 75 points de base si jamais le contexte économique le permet. Et on entend la Fed de New York notamment, c'est ce que j'entendais dans Smart Bourse à midi, nous dire qu'il y a 90% de chances que ça passe par une récession. Et en fait, on a l'impression que la récession n'est pas forcément un frein à la continuité de la politique de hausse de taux de la Fed. Wilfried Galland, comment est-ce qu'il faut interpréter ça ? On a cette tension quand même qui est claire entre inflation et récession. Aujourd'hui, la Fed a clairement fait son choix, en tout cas dans les discours, et c'est très très net, sur tout pour briser la spirale inflationniste. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Et donc, même si, effectivement, dans les discours, ce que nous a dit Jérôme Powell de façon très claire la semaine dernière, c'est je ne souhaite pas déclencher une récession. Évidemment, on lui a posé la question en conférence de presse, donc il a dit clairement je ne souhaite pas déclencher une récession, je souhaite avoir ce qu'il appelle son soft landing, c'est-à-dire en fait un atterrissage en douceur, et en gros il nous dit, moi je voudrais que l'inflation atterrisse autour de 2%, avec un taux de chômage, aujourd'hui on est autour de 3,5%, avec un taux de chômage légèrement supérieur à 4%. Il considère que ce serait acceptable. C'est un pari quand même extraordinairement audacieux. C'est-à-dire que quand on voit effectivement les indicateurs de la Fed de New York, on voit que les probabilités de récession augmentent. Quand on voit l'indicateur de la Fed d'Atlanta, qui est un indicateur temps réel du PIB, là on est à 0 déjà sur le deuxième trimestre. Quand on voit l'indicateur du Michigan, on est au plus bas depuis 2011. Le Michigan, c'est l'indicateur que Jérôme Powell lui-même a dit suivre pour les anticipations d'inflation. Il a dit c'est un des indicateurs, il en a mentionné deux, un des indicateurs, il a mentionné le Michigan et l'indice CPI, en plus du PCE qui suit de façon récurrente, en disant c'est vraiment ça que je suis en train de suivre. Toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont arriver à un moment où le dilemme entre inflation et récession va être tel que la rhétorique va changer. Et ça, pour les marchés, ça va être critique. C'est-à-dire que les marchés, ce qui les fait avancer, c'est l'augmentation permanente de la liquidité. Lorsqu'on réduit la liquidité sur les marchés, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour les marchés de monter. Il y a une angoisse qui se passe. Voilà, la liquidité, c'est l'oxygène. Bien sûr. Et donc, dès que, comme les marchés anticipent, ils vont avoir l'impression que tout est déjà dans les cours, qu'un pivot de la Fed est possible. Et ce que nous a dit Jérôme Powell dans sa dernière conférence de presse, c'est « je vais faire encore une hausse de taux, 50-75 points de base en juillet, et là je serai dans une position, je cite, plus confortable, en gros je serai au taux neutre, pour ensuite décider de la marche à suivre ». Ça veut probablement dire qu'à partir de juillet, les options sont plus ouvertes. Peut-être qu'il va aller encore davantage dans une hausse de taux parce que l'inflation posera problème, mais peut-être aussi qui fera un léger pivot en disant attention, on est peut-être en train de rater le soft landing et que les indicateurs avancés sont tellement mauvais en termes d'activité qu'il faut absolument que je sois plus prudent. Et là, les marchés vont anticiper très très vite le fait qu'on va peut-être de nouveau avoir, par rapport au prix actuel, une liquidité supplémentaire. Donc un ralentissement finalement de la normalisation de la politique monétaire de la Fed reste plausible. Pour moi, ça reste plausible. De toute façon, à un moment donné, ça devrait être le cas. Je rappelle, et je terminerai juste par là mon propos, que lorsque Paul Volcker prend ses fonctions en 1979, on parle toujours de l'instant Paul Volcker qui a brisé l'inflation, lorsqu'il prend ses fonctions en 1979, le ratio de dette sur PIB aux États-Unis de l'État fédéral, c'est 22%. Aujourd'hui, on est supérieur à 100%.
On ne peut pas avoir la même attitude vis-à-vis des taux d'intérêt quand on a 100% de dette sur PIB que quand on en a 22. C'est d'ailleurs à peu près la même chose en Europe. Quand François Mitterrand est arrivé, on avait 20% de dette sur PIB, comme par hasard. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, c'est à peu près. Et donc, dans un monde qui est très leveragé, dans un monde qui a énormément de crédit, on a acheté de la croissance à crédit. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus contraint à un moment donné, que la contrainte arrive de plus en plus vite, parce que notre taux de croissance potentiel est relativement bas, compte tenu de notre niveau de dette. Et donc, forcément, votre taux d'intérêt doit s'adapter à votre taux de croissance potentiel, même aux États-Unis. Donc là, il va falloir suivre ça. Le dilemme, il n'est pas encore totalement là dans les discours de la Fed. Peut-être en juillet, peut-être en août, peut-être en septembre. Mais en tout cas, c'est ça que les marchés attendent. Gustavo Orenstein, un soft landing, c'est plausible selon vous ? C'est plausible, c'est possible en tout cas, mais je dirais que dans n'importe quel manuel d'économie, n'importe quel étudiant de début de cycle, donner les données du problème, vous direz non, il va y avoir une récession aux États-Unis forcément pour faire baisser l'inflation. En tout cas, tous les indicateurs qu'on est censé regarder, notamment une inversion de la courbe des taux ou autre, sont censés le mentionner à un moment ou un autre. Enfin, alors l'inversion de la courbe des taux, ça dépend quel morceau on prend. Ça dépend quel morceau on prend, c'est vrai. Un des modèles de la Fed sur les risques d'inflation qui s'appuie sur la courbe des taux, comme il compare du 3 mois avec du 10 ans, ne montre absolument pas. Au contraire, il n'y a pas aucun risque de récession à court terme. Donc ça dépend quel morceau vous regardez. Donc je serais assez prudent sur la courbe des taux en règle générale et son message à court terme. Non, je crois que j'avais un sondage dans le Wall Street Journal ce week-end qui disait 44% des économistes américains pensent qu'il y aura une récession dans les 12 prochains mois. D'accord. C'est logique de penser ça. C'est logique de penser ça, parce que pour faire passer l'inflation de 8 à 2 sans récession, c'est vrai que ce n'est pas évident. En même temps, on est dans une situation un peu particulière. Le Covid, ce n'était pas dans les manuels. Le Covid, c'est ce choc, et nous sommes dans cette période post-Covid, c'est quand même très très particulier. Une grande partie de cette inflation est une surprise, on n'arrive pas bien à la comprendre. Les économistes ne sont généralement pas très bons finalement à comprendre l'inflation, c'est assez surprenant, c'est un des points importants de l'économie. Et en même temps, on a vraiment du mal à comprendre d'où ça vient, pourquoi. Tout le monde a été très surpris de cette accélération. Et on sait qu'il y a forcément un rôle du Covid, qu'une partie, avec le progrès de l'économie, avec l'offre qui s'adapte, etc., une partie de cette inflation va disparaître, mais on ne sait pas quel morceau exactement. Donc c'est extrêmement compliqué en temps réel de savoir exactement jusqu'où la Réserve fédérale doit aller. Est-ce que l'économie américaine est plus ou moins sensible au taux d'intérêt ? Il est clair qu'aujourd'hui, on s'attend à une Fed qui va monter ses taux jusqu'à 3,75. Je crois que c'est ça plus ou moins le point haut. 3,8 fin 3,8, voilà. Or, en un sens, c'est très peu. 3,8, c'est pas grand-chose dans le fond, quand on compare ça avec les rythmes d'inflation actuels. Donc il faut imaginer que forcément l'inflation va d'elle-même ralentir. Oui, mais ça c'est un pari, effectivement. Ça, c'est un discours qu'on entend quand même depuis un bout de temps, mais en attendant, elle est toujours là, cette inflation. Absolument, elle était beaucoup plus persistante. Et elle est encore plus là qu'avant. Oui, mais enfin, ce que dit clairement Jérôme Powell, c'est intéressant. Également, là aussi, quand on se rappelle des discours qui avaient lieu dans toute la décennie 2010. Dans toute la décennie 2010, tous les banquiers centraux disaient « Vous nous demandez de lutter contre la déflation, un banquier central ne peut pas tout faire. Il va falloir que les autorités budgétaires et les autorités fiscales fassent leur part du boulot. » Régulièrement, en particulier, Mario Draghi était extrêmement vocal sur ce sujet-là en disant « Arrêtez de vous reposer uniquement sur les banquiers centraux. » Et là, on est exactement dans l'effet inverse. C'est-à-dire que les banquiers centraux ont le même type de discours, mais en disant « Là, vous attendez de nous de briser une inflation qui est venue d'abord de perturbations de l'offre que vous avez créée avec les restrictions Covid. Donc il faut que vous travailliez sur l'augmentation de l'offre pour que nous, on puisse après ajuster la demande. Et sous-entendu, vous avez aussi créé l'inflation parce que vous avez injecté tellement dans l'économie en termes de demande. Je rappelle quand même que les États-Unis sont montés jusqu'à 27% de déficit de PIB. Donc que nous, en France, on se dit, oh là là, on est monté à 12. Ils sont montés à 27 quand même. Donc 27, c'est juste ahurissant. Donc ce que dit Jérôme Powell, et ce que dit aussi d'ailleurs Christine Lagarde, c'est, en fait, un banquier central ne peut pas tout faire. Elle peut agir sur l'inflation en pressurant la demande. Jérôme Powell le dit avec le resserrement des conditions financières. Christine Lagarde est un peu plus claire là-dessus, en diminuant la demande. Mais si on ne fait aucun effort pour l'amélioration de l'offre, alors la diminution de la demande pour atteindre l'objectif est telle qu'effectivement on envoie dans une récession extrêmement profonde et ça pose d'autres problèmes politiques. Donc là, il faut que chacun travaille la main dans la main. Et c'est très très important qu'à un moment, tout le monde se mette, on va dire, de façon coordonnée autour de la table pour être certain qu'en fait, on ne va pas être dans un univers où juste les banquiers centraux devront appuyer tellement sur la demande dans une phase où l'offre n'est pas suffisante.
Voilà, on a effectivement posé le contexte avec notamment la BCE et la Fed. On l'a bien posé. Il nous reste quelques minutes seulement, peut-être pour avoir quand même votre avis sur ces marchés financiers à proprement parler, qu'ils soient actions ou obligataires. Donc on parle d'un krach obligataire quand même depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Des marchés actions qui, eux, reculent. Si je prends le cas du CAC 40, donc qui signait vendredi sa 3e semaine de baisse, et je me concentre sur le CAC 40 puisque les marchés américains sont fermés aujourd'hui. Quelle est votre analyse, Wilfried Galland, puis ensuite Gustavo Orenstein? On va faire peut-être 2 minutes et 2 minutes, quelque chose comme ça. Mais quelle est votre analyse du contexte actuel, du contexte d'incertitude, j'ai envie de dire, sur les marchés financiers, que ce soit actions ou obligataires? Je pense qu'effectivement, il y a 3 grandes incertitudes. Il y a toute la partie inflation taux, on en a énormément parlé. Toute la partie Covid en Chine, donc la partie en fait, effectivement, de cette espèce d'histoire sans fin. On est dans le jour de la marmotte en Chine sur les confinements. On a l'impression que ça revient régulièrement. Donc ça perturbe énormément l'offre. Et puis la 3e incertitude, quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est toujours là, c'est l'incertitude géopolitique avec un contexte de guerre en Europe qui fait peser des débats sur l'approvisionnement énergétique, l'approvisionnement en matières premières, l'approvisionnement du monde en denrées agricoles. Et tout ça, effectivement, ça pèse sur les marchés. Et par rapport à ça, et c'est un contexte justement d'inflation et de resserrement monétaire qui joue, on a un krach obligataire très fort, donc cette classe d'actifs très importante qui a baissé de façon très très forte dans les portefeuilles des clients. On en parle un peu moins dans la finance dite traditionnelle, mais on a un krach de crypto qui est absolument considérable. Oui, le Bitcoin est passé sous les 20 000 $, effectivement. Je lisais ce week-end que l'Ethereum avait perdu 74% de sa valeur en 73 jours. Un chiffre qui est totalement hallucinant. Mais alors, quel lien avec les marchés financiers traditionnels? Ça a un impact sur d'autres classes d'actifs? Toute la beauté, mais aussi toute la mode autour du Bitcoin et toute l'envolée du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est parce qu'on a fait le lien avec la finance traditionnelle. C'est la rareté, donc c'était formidable, parce qu'on arrêtait d'avoir une monnaie qui se multiplie, comme par hasard, les monnaies justement se rétractent, donc on n'a plus cet aspect-là de rareté. On a la technologie, ça reste, c'est formidable. Bon, et puis on a le lien avec la finance traditionnelle, avec les grandes banques d'affaires qui ont créé plein de produits, des produits structurés, des produits d'investissement, des trackers, qui ont fait le lien avec la finance traditionnelle. Et donc, on a maintenant aussi énormément de plateformes, et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que le talent d'Achille de la finance décentralisée sont les centralisateurs. C'est-à-dire les plateformes d'échange, les fonds d'investissement comme Three Arrows, qui étaient investis énormément en captant de la finance traditionnelle, justement pour investir dans les crypto-monnaies. Donc il y a un lien. Et donc quand vous avez un effondrement, 75% de baisse, ça veut dire que vous baissez de 50% et vous rebaissez ensuite de 50%. Oui, bien sûr. Voilà, ça veut dire ça, 75% de baisse. Et donc ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui sont liquidés en termes de position, et donc vous avez des effets de bord quand vous avez ces niveaux-là qui sont très importants. C'est moins important que sur un krach obligataire, mais vous pouvez avoir des effets de bord et vous avez cette inquiétude de savoir qui étaient véritablement les acteurs qui étaient très exposés. On a Three Arrows, on le sait, on a Celsius comme plateforme, mais quel était par exemple le niveau de levier de ces plateformes, de ces centralisateurs? Et comment est-ce que ce niveau de levier peut se répercuter dans la finance traditionnelle? Et ça, comme on n'a pas encore de visibilité totale, on se dit qu'il ne faudrait pas qu'on soit comme en 97 avec le fonds LTCM qui était tombé et qui avait failli mettre la finance traditionnelle sur la paille. Donc il y a cette espèce d'environnement un peu compliqué. C'est pour ça que les marchés, au-delà des banques centrales, au-delà du contexte économique, ont du mal à repartir. Parce qu'il faut purger un peu tout ça. Il faut essayer de comprendre, effectivement, prendre un petit peu de recul sur la situation. Gustavo Orenstein, même question. Donc du coup, on a évoqué donc ce krach obligataire. On a évoqué alors le sujet crypto-monnaie également, cette baisse des marchés actions depuis quelques semaines maintenant. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette situation? Oui, je crois que l'assainissement, on peut l'appeler comme ça à ce niveau-là des marchés financiers, et notamment du marché actions, il n'a pas commencé en début d'année, il a commencé en février 2021. C'est depuis l'année dernière, en fait, que vous avez ARK Innovation, ce fameux ETF que tout le monde regarde, s'est effondré, je crois, de 80%. Et ça, le point haut, c'était en février 2021. Donc, c'est une correction qui a débuté il y a un certain temps déjà. Il y a ça qui a donc toutes ces valeurs tech très chères. Il y a la Chine qui a corrigé énormément, les biotech aux États-Unis. Beaucoup de choses ont corrigé au fur et à mesure. Ça a accéléré encore une fois, encore plus en début d'année. Mais ça veut dire et maintenant, la valorisation, un peu je pense qu'en partie, en tout cas, forcément, elle est en partie assainie, en partie disparue. Et donc, il y a quand même, face à ces difficultés et ces questionnements, de l'autre côté, un marché action notamment qui est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Et par ailleurs, cette question de cherté, elle se
pose peut-être encore aux États-Unis, au moins en moyenne, mais elle se pose beaucoup moins en Europe ou au Japon, par exemple. Donc, je crois qu'en termes de valorisation, effectivement, les marchés redeviennent attractifs, mais la situation reste extrêmement compliquée. C'est pour ça qu'il faut rester effectivement assez agile sur les portefeuilles. Et par exemple, on ne sait pas encore où sont les points bas. Alors, on ne sait pas encore. On ne sait jamais où sont les points bas. On ne sait jamais. Donc, effectivement, quand on a du temps, on sait qu'il faut probablement acheter au fur et à mesure. Mais il faut bien comprendre qu'il y a déjà une correction très forte. Et donc, en fonction de son profil, on peut effectivement peut-être commencer déjà à acheter. Ou si on veut vraiment attendre des meilleurs cours, c'est vrai qu'un peu de patience et d'agilité, c'est peut-être utile. Sur le marché obligataire, pour l'instant, nous ne revenons pas sur la classe d'actifs, même si la correction, effectivement, est très violente. C'est vraiment une des corrections historiques les plus importantes sur le marché obligataire. Mais on vient aussi de niveaux extrêmement bas et extrêmement chers des obligations partout dans le monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Merci également Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti à présent pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et aujourd'hui, un marché à thème consacré à la dette d'infrastructure, une thématique d'investissement moins connue que les marchés actions, mais qui peut offrir dans certains cas une alternative aux investisseurs de long terme. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Karen Azoulay, responsable de la dette d'infrastructure chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Karen Azoulay. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors, dette d'infrastructure, on n'est pas sur du marché coté, là pour le coup, on est sur quelque chose qui se rapproche plus du private equity, mais le private equity, on parle d'achat d'actions, pas forcément de dette. Comment est-ce qu'on définirait la dette d'infrastructure ? Alors, effectivement, tout à fait. Alors déjà, private equity, on est proche, mais c'est de la dette privée. D'accord. Donc, on est ici dans une classe d'actifs qui est illiquide. Les secteurs, en fait, qui sont concernés sont très spécifiques. Le premier secteur, c'est le secteur du transport, qu'on appelle traditionnellement, voilà, c'est les autoroutes. Parce qu'on va financer des infrastructures au niveau d'un État, par exemple, ou d'une région, ou d'une ville. Exactement, voilà. Exactement. Après, aujourd'hui, le secteur du transport s'est un peu transformé, on va dire, dans les objets que l'on finance. Et aujourd'hui, on financera plus le thème de la mobilité, et notamment de la mobilité verte. D'accord. Donc, ça peut être aujourd'hui plutôt des tramways, des métros qui sont électriques, du rail également. Et puis, on parle aussi de mobilité urbaine, avec, par exemple, des plateformes de chargement de véhicules électriques. Voilà. Donc ça, ce sera le premier thème. On a le deuxième thème qui est évidemment un thème très important, qui est le thème de la transition énergétique. D'accord. Oui. Alors, transition énergétique, il y a un peu deux volets. Premier volet, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, voilà, de façon classique, éolien, solaire, mais aussi justement la décarbonation de ce qu'on appelle les utilities, et donc tout ce qui est réseau de distribution d'électricité, par exemple, réseau de chaleur. Donc c'est un second thème qui est évidemment très important aujourd'hui et au vu du contexte actuel. Il y a un troisième thème qui est extrêmement important, qui est le thème de la digitalisation. Et là, nous, ce qu'on va financer, c'est des infrastructures télécom. D'accord, ce qui va permettre finalement ensuite aux entreprises de pouvoir assurer leur transformation digitale. C'est des câbles, par exemple, ou autres qui permettent d'avoir du numérique. Exactement. En fait, c'est par exemple de l'accès à de l'Internet haut débit. Alors nous, on va par exemple financer, on va travailler sur la fracture numérique. Donc c'est plutôt d'apporter de l'Internet haut débit à des zones plus rurales, parce qu'aujourd'hui, les zones des villes est déjà très bien outillées. Et donc voilà, c'est ce type d'actifs qu'on va financer, comme par exemple aussi des data centers, parce qu'évidemment avec bien sûr, il faut stocker les données, oui, bien sûr. La consommation de données, c'est très important, ou des tours télécom. Donc tout ça étant dans les infrastructures télécom. Et puis il y a peut-être aussi un autre secteur qui est important à mentionner, c'est tout ce qui est infrastructure sociale. Alors, c'est plutôt tout ce qui est financement des hôpitaux, des écoles, des universités, qui étaient historiquement financés dans un mode de partenariat public-privé. D'accord. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'argent privé dans ce type de secteur-là, là pour le coup comme une conséquence directe de la crise sanitaire, alors que tout ce qui est digitalisation existait déjà avant.
Alors, donc là, effectivement, on a défini un petit peu les grandes thématiques d'infrastructure, donc au niveau d'une ville, d'une région ou d'un pays qu'on va financer. Et alors, on le finance avec de la dette. Ça veut dire que c'est quoi? On est sur un financement obligataire de toutes ces infrastructures? Alors, ça peut être des obligations, mais ce sont plutôt des contrats de prêt, en fait, plus classiques. Et ce qu'on finance, alors c'est assez intéressant parce que sur tous ces secteurs, vraiment le dénominateur commun, c'est qu'on finance des actifs qui sont tangibles, qui sont essentiels à la collectivité. Bien sûr. Et qui présentent le plus souvent des fortes barrières à l'entrée. C'est-à-dire que si on finance un réseau de fibre optique, il n'y a pas de raison d'aller qu'un autre constructeur vienne... oui, surtout que c'est des commandes publiques, j'imagine. Donc, La plupart du temps, il y a une composante effectivement publique, notamment sur les revenus. Donc on peut, par exemple, sur les énergies renouvelables, bénéficier de tarifs qui sont régulés. C'est également une caractéristique qui est importante, ou en tout cas au moins des tarifs qui sont contractés. Par exemple, une centrale solaire, elle va vendre son électricité via un contrat de vente. Et alors ça, c'est des investissements, si je peux les appeler ainsi, accessibles à un investisseur particulier? Non, on est vraiment pour le coup dans le cadre d'institutionnel aujourd'hui. Alors effectivement, nos clients principaux sont des clients institutionnels. D'accord. L'intérêt en fait pour des clients institutionnels, c'est déjà d'une part la diversification. Puisque, en fait, ce que je vous ai expliqué comme caractéristique essentielle, les conséquences, c'est qu'il y a une faible volatilité sur cette classe d'actifs et une décorrélation par rapport à des classes d'actifs liquides plus traditionnelles. Oui, parce que vous nous avez dit que c'est par nature, effectivement, un investissement illiquide. Oui. Exactement, c'est par nature illiquide et donc ça apporte une diversification parce que c'est décorrélé en fait des cycles économiques et c'est résilient et donc ça apporte une diversification dans un portefeuille d'investisseurs. Le deuxième intérêt, c'est aussi, on vend, nous, de la valeur relative. C'est-à-dire qu'en fait, on vend quelque part une prime de liquidité, parce que justement, c'est illiquide, par rapport à des classes d'actifs de crédit plus liquides et qui, en plus, bénéficient d'un profil de risque qui est très conservateur. Et alors, un mot peut-être de la rentabilité, alors, ou du rendement, alors sans donner de pourcentage, mais quand on finance par dette un hôpital ou un réseau de fibre optique ou une route, quel mécanisme économique fait que nous, on a un rendement derrière? C'est simplement le fait effectivement d'avoir un rendement affiché à la base sur la dette, ou ensuite derrière, dans la vie effectivement de l'infrastructure, on va avoir un rendement si on est sur un investissement illiquide? Alors, effectivement, on a des financements, enfin, c'est un financement qui est liquide et c'est une technique de financement qui, en fait, utilise, est totalement dédiée à l'actif. D'accord. Et donc, on a un rendement qui est une prime. Alors, on appelle ça une prime de liquidité parce que c'est liquide, mais ça peut être aussi, on appelle ça aussi une prime de complexité. D'accord, oui. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, un financement qui est totalement dédié et fait sur mesure par rapport à l'actif. En fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est vraiment, on finance des cash flows. Contrairement à du financement immobilier, on finance un actif. Nous, on finance des cash flows. C'est-à-dire que si ma centrale solaire, elle n'est pas reliée au réseau électrique et qu'elle ne vend pas son électricité via un contrat, en fait, elle n'a pas de valeur. Et donc, moi, je ne peux pas financer ces cash flows-là. Donc, vraiment, c'est la spécificité. Aujourd'hui, on est, on en parlait d'ailleurs dans la première partie de l'émission, dans un contexte d'inflation assez important, que ce soit en France, en zone euro ou même dans d'autres parties du monde. Quelle actualité ou quelle réalité pour la dette d'infrastructure dans un contexte inflationniste? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une classe d'actifs qui est essentiellement bancaire au départ. Alors, il y a des investisseurs institutionnels et des asset managers qui s'y sont intéressés après la crise financière, avec des premiers fonds qui se sont lancés. Mais ça reste aujourd'hui un marché, enfin une classe d'actifs qui est essentiellement bancaire. Ce qui fait que les financements sont principalement encore à taux variable, même si on voit des investisseurs qui, eux, font de l'adossement actif-passif et font du taux fixe. Donc c'est vrai que dans un contexte de remontée très rapide des taux d'intérêt, avoir une classe d'actifs à taux variable, qui en plus a des revenus qui sont en grande partie indexés sur l'inflation, permet quelque part d'avoir un hedge naturel. Oui, et de suivre du coup l'inflation. Alors après, c'est toujours la question qu'on se pose, on peut se la poser sur l'immobilier, donc je vous la pose aussi sur la dette d'infrastructure, c'est est-ce qu'on peut suivre
dans un contexte d'inflation aussi rapide, le rythme de progression de l'inflation, par exemple? Alors, on n'a pas sur. Alors, ça dépend évidemment des secteurs dont je vous parlais, des types de contrats, parce que parfois on aura des concessions, parfois on aura des tarifs régulés comme pour les énergies renouvelables. Donc, on a des types de contrats qui sont différents selon les secteurs. Donc, et on n'aura pas systématiquement, en fait, une indexation à 100% sur l'inflation. Mais on aura de par la nature des contrats, ce hedge, parce qu'on aura une indexation qui sera pour une grande partie, donc les revenus seront indexés une grande partie sur l'inflation. Alors, on a évoqué effectivement l'intérêt d'un investissement comme celui-là pour les investisseurs. Je voudrais revenir un petit peu sur les tendances que vous avez mentionnées. Vous en avez mentionné 4. Effectivement, il y a notamment tout ce sujet de transition énergétique. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de projets d'infrastructures en lien avec ce sujet de transition énergétique qui font appel à un financement par dette? Oui, complètement. En fait, le financement de la transition énergétique se traduit en fait dans notre classe d'actifs par la décarbonation. Quelque part. D'infrastructures existantes? Exactement, ça peut être d'infrastructures existantes. Donc, quand tout à l'heure, je parlais par exemple du rail, donc de l'électrification du rail, c'est quelque part l'électrification du secteur du transport. Donc, la mobilité telle qu'on la finance aujourd'hui, c'est vraiment l'électrification du transport. Et la transition, et ça fait totalement partie en fait de la transition énergétique, tout autant que le financement d'énergies renouvelables. Donc, financement de nouvelles énergies renouvelables aussi. Exactement. Mais là, pour le coup, on reste dans un sujet infrastructure, pas forcément entreprise ou autre. Alors là, c'est peut-être plus spécifique à BNP Paribas Asset Management, mais c'est quand on est comme ça sur des sujets où il y a forcément un lien potentiel avec de la commande publique, on est sur des sujets géographiquement en France ou en zone euro, où se situent ces investissements? Alors, chez BNP Paribas Asset Management, on a une stratégie aujourd'hui, en tout cas qui est une stratégie européenne. C'est vraiment un marché qui est à minima européen, en sachant que les banques européennes ont toujours été, enfin historiquement, très actives. Mais il y a un marché de l'infrastructure dans la zone Amérique qui est également très actif. D'ailleurs, on en a entendu parler avec le plan infrastructure de Joe Biden. Mais donc là, pour le coup, c'est plus au niveau européen, en lien d'ailleurs, j'imagine, avec le plan de relance au niveau européen, qui proposait d'investir massivement dans la transition énergétique, justement. Complètement. Donc, c'est autant dans la transition énergétique que dans la digitalisation, d'ailleurs. Le plan de relance avait vraiment, notamment ces deux volets-là. Oui. Merci beaucoup, Karen Azoulay, d'être venue sur le plateau de Smart Bourse nous détailler un petit peu cette thématique d'investissement qui est la dette infrastructure. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes responsable de la dette infrastructure chez BNP Paribas Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse.